Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue. Le grand thème de l'actualité, c'est, vous le savez, le message à la nation du président de la République. Principale information à retenir, l'abrogation du décret convoquant le collège électoral, ce qui va naturellement entraîner un report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février prochain. Nous en parlons avec le ministre Abdoulaye Seydou Sow, en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, responsable politique, maire de Kaffrine. Évidemment, sa casquette de vice-président de la Fédération sénégalaise de football nous permettra d'évoquer avec lui la campagne des Lions à la CAN. Bonjour, monsieur le ministre, merci beaucoup. Bonjour Omar, c'est moi qui vous remercie. Alors, les opinions s'expriment depuis le message à la nation du président Macky Sall samedi, et la plupart des voix qu'on entend sont celles des candidats qui étaient déjà engagés dans la compétition. Et les mots ne manquent pas, souvent hostiles. On parle de coup d'État constitutionnel, de recul de la démocratie, etc. Comment est-ce que vous percevez ces déclarations-là? Oui, Omar, encore une fois, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser par le biais de la RTS à nos compatriotes et à nos concitoyens du pays, mais aussi de la diaspora. C'est vrai qu'il y ait des expressions plurielles sur une question d'intérêt national est la meilleure des preuves de la vitalité de notre démocratie. Mais il faut se rappeler, au-delà de l'émotion, au-delà de l'appréciation émotive d'une situation qui ne s'est jamais produite au Sénégal, il faut rappeler les faits, il faut interroger les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis l'ouverture du processus de candidature devant mener à l'élection présidentielle du 25 février, il y a eu énormément de contestations. Contestations sur la procédure du parrainage, contestations sur la réception des parrainages, contestations aussi sur les résultats publiés par le Conseil constitutionnel. Des candidats se sont même organisés pour la première fois au Sénégal, plus de 43 candidats, se disant candidats spoliés. Voilà la situation. Ensuite, ça n'est suivi, après l'élimination de Karim Wade par le Conseil constitutionnel, suite à un recours d'un membre de l'opposition, Thierno Alassane Sall, dont personne ne doute de son ancrage dans l'opposition quasi dite radicale. Il y a eu un débat entre deux institutions de la République, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Vous avez suivi toute la procédure ayant mené à l'installation d'une commission d'enquête parlementaire où des magistrats ont été mis en cause. Même si, personnellement, je ne crois pas trop à cela. Alors, il y a eu un débat, le Conseil constitutionnel a fait une publication, un communiqué officiel, prenant une position et appelant à ce que les responsabilités soient situées et que ces accusations d'une gravité extrême ne soient pas sans conséquence. Ensuite, vous avez suivi le communiqué de l'UMS, aussi tendant à protéger sa corporation, à rappeler la situation... La séparation des pouvoirs. Exactement. Oui. Alors, devant toute cette situation, des candidats qui se disent spoliés, qui apportent des preuves, il y a une liste qui est publiée, dans laquelle liste il y a des gens qui estiment avoir tous les droits pour y figurer et qui ne figurent pas. D'autres y figurent et parmi ceux qui y figurent, il y a de forts soupçons qui pèsent sur certains. Mieux, une candidate qui a été déclarée apte par le Conseil constitutionnel, le lendemain, il est découvert qu'elle est binationale. Voilà la situation grave et confuse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le chef de l'État, tout le monde a vu, durant toute cette période, a observé un silence total, laissant les institutions fonctionner. Mais il faut aussi rappeler les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Le chef de l'État est le gardien de la Constitution. Forcément, gardien du fonctionnement régulier des institutions. Fonctionnement régulier des institutions adossé à un principe sacro-saint qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale a le droit d'avoir une commission d'enquête parlementaire. Le Conseil constitutionnel estime avoir délibéré en toute bonne foi et en toute bonne conscience en fonction des éléments soumis à son appréciation. Mais il y a problème. Et est-ce que le président avait deux voix?
celle d'observer et de laisser le Sénégal aller tout droit vers le mur. Ou bien, en respectant le principe de la séparation des pouvoirs, de prendre ses responsabilités. D'accord. Et le président de la République a pris de la meilleure des manières ses responsabilités. Responsabilités qui ont salué unanimement par la communauté internationale. Même si, bien entendu, c'est un fait inédit, c'est la première fois que le Sénégal reporte une élection présidentielle. Forcément, ça va préoccuper, forcément. Mais l'essentiel, c'est la confiance au système. Et à travers une déclaration historique, brève, mais teintée de solidarité par rapport à la gravité de la situation, le chef de l'État presque prend 3 mesures. La première, c'est de dire que le décret convoquant le collège électoral est suspendu et abrogé. Deuxième mesure, je vais appeler à un dialogue national pour que tout le processus soit évalué et qu'on s'entende, la classe politique et tous les autres acteurs, parce que l'élection ne concerne pas seulement que la classe politique, et que tous les acteurs s'entendent sur des règles et qui vont protéger la fonction du président de la République. Parce que si nous poursuivions le processus, il est évident que le candidat vainqueur d'élection présidentielle, le 25-6, l'élection cette année, le 25 février, serait entaché dans sa crédibilité de l'élection. Troisième mesure, le chef d'État réitère son engagement pris depuis 2018, rappelé le 3 juillet, il réitère cet engagement-là de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Parfait. Donc il clôt tout débat, toute suspicion autour de sa volonté, qui n'est autre que de protéger le Sénégal, protéger la République du Sénégal. D'accord, on a compris. Donc le processus était suffisamment confus pour qu'il prenne ses responsabilités. Mais quand même, vous entendez certaines voix hostiles dire que c'est pratiquement un coup prémédité parce que on a tout le temps parlé de ce report-là. On l'a souhaité parfois. Mais bon, vous savez, nous sommes aussi, je l'ai rappelé tantôt, dans un pays démocratique, chacun apprécie la situation. La coalition des candidats spoliés, entre guillemets, c'est leur appellation, mais qu'est-ce qu'elle disait? Elle demandait sa réintégration, que le Conseil constitutionnel révise sa position. Il n'y a aucune procédure dans nos textes. On reprenne le processus. Il n'y a aucune procédure pour que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision. Il n'y en a pas. Nous sommes quand même dans un état de droit. La seule procédure qui existait, c'est cette procédure que le chef de l'État a engagée. Le président de la République même avait donné une réponse dans ce sens. On ne peut pas aussi vouloir une chose et son contraire. Les candidats qui disent avoir les preuves irréfutables qu'eux, ils sont spoliés, qu'ils sont en droit de pouvoir se présenter. Qu'est-ce qui s'offre à eux? Que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision. Ou est-ce que dans un pays démocratique, ou bien dans nos textes, qu'on peut envisager cette possibilité? Le chef de l'État, qui, dans sa posture de garant du fonctionnement régulier des institutions, je l'ai rappelé tantôt, de gardien de la Constitution, se dit, mais il y a un moment où nous devons, nous tous, revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, essayer d'aller vers un dialogue inclusif, et pour la première fois, le terme apparaît dans le discours du président de la République. Et c'est un terme qui est au cœur de l'action de l'opposition. C'est-à-dire... Dialogue inclusif. Élection transparente, démocratique et surtout inclusive. Cette inclusivité ne passe que par un dialogue concerté autour de tous les acteurs. Je dis encore une fois que les élections ne concernent pas que les acteurs politiques. Les élections, c'est une question nationale qui mérite un consensus national. Et je crois que tout le monde, après ce bref passage d'état d'émotion, il faut après qu'on revienne tous à des fondamentaux en se disant que notre République, le pays était en danger à un certain moment et le chef de l'État, en bon père de la nation, a pris les responsabilités qu'il fallait. D'accord. Mais l'autre problème aussi qui peut susciter la colère de ces candidats, c'est que c'était l'imminence même de la campagne électorale. On devait y aller là. Évidemment, pour un candidat qui s'était apprêté à aller à cette campagne-là, on mesure la déception. Oui, mais est-ce que, à partir de ce moment, du moment qu'ils annoncent des mouvements, etc., ils vont même dire qu'ils vont battre campagne en dépit de cette décision, est-ce que là, on n'est pas en présence de dessous d'une crise qu'on pouvait éviter? Il faut, Omar, sous-peser et peser entre l'intérêt d'un candidat
l'intérêt d'un candidat et l'intérêt de la nation, l'intérêt de la préservation de la République. Il fallait choisir entre les deux. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'on sera toujours sur des positions politiciennes au départ, mais l'essentiel, c'est que c'est là le sens de l'appel du chef d'État, c'est que tout le monde se ressaisisse et qu'on se dise que la République est au-dessus de tout. Le Sénégal est au-dessus de tout et le Sénégal dépasse nos petites personnes et nos petites querelles. Et c'est dire aujourd'hui que l'opinion internationale nous regarde. Nous avons une occasion unique depuis 1992 de réinventer notre système électoral et de trouver des consensus forts devant nous mener vers une élection paisible dans un pays réconcilié avec lui-même où l'opposition jouera son rôle de surveillance, de sentinelle, où le pouvoir continuera à exercer ses prérogatives, mais dans une république concertée. C'est cela l'appel du chef de l'État. Et je crois qu'après l'émotion, après les périodes d'émotion, l'opposition se ressaisira. En tout cas, ce n'est pas aussi toute l'opposition. Il y a une grande frange de l'opposition. Il ne faut pas aussi contester que le PDS, c'est la principale force de l'opposition au Sénégal. C'est le parti, en tout cas, si on regarde la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le parti le mieux représenté après l'APR. Donc forcément, on ne peut pas aussi dire que c'est unanime. L'essentiel aujourd'hui, c'est que tout le monde se ressaisisse dans un élan de sursaut national, que tout le monde se donne la main autour d'un dialogue concerté que le chef de l'État va ouvrir très prochainement pour que nous puissions nous entendre sur les conditions d'une élection. Il faut noter quand même que lors du dernier dialogue, voilà, il y en a qui n'ont pas répondu à l'appel. Oui, mais il y en a aussi d'autres qui ont répondu. Et il ne faut pas aussi que... C'est ça qu'il faut. C'est que le dialogue prochain, on ne doit pas le calquer sur des intérêts individuels. Aujourd'hui, je ne trouve pas d'intérêt, je ne participe pas. Demain, j'ai un intérêt, j'y participe. Il faut que le dialogue soit ancré dans nos pratiques, tel que le chef de l'État le fait à tout moment. Ce n'est pas seulement au niveau politique. Sur toutes les questions, le sens des conseils présidentiels que le président a mis en œuvre, c'est le sens du dialogue permanent avec tous les acteurs économiques, sociaux, les syndicats, tout le monde. Le président appelle à un dialogue inclusif. Et ce dialogue inclusif-là, il faut le comprendre à son sens. Si vous dites qu'on doit dialoguer pour réinventer notre système démocratique, ça veut dire que vous mesurez l'importance du contexte. Est-ce qu'on est véritablement devant des problèmes? Mais il est évident, Omar, qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est en crise, en fait? Le parrainage citoyen a montré ses limites. Vous savez, il faut que nous tous, Sénégalais, que nous soyons de bonne foi. Quand la liste a été publiée, il y a des gens de l'opposition, des leaders de l'opposition qui ont suspecté certains qui sont passés. Comment ils ont fait pour passer? On ne les voit pas sur le terrain. Et pourtant, ils sont sur la liste avec des parrainages. Donc, il y a certains qui sont dehors et qui étaient visibles sur le terrain. Et qui se disent, mais pourquoi je ne suis pas... Je ne passe pas. Vous voulez dire qu'il y a des candidats spoliés qui méritaient d'être sur la liste, c'est ça? C'est le sentiment de beaucoup de Sénégalais. Donc, il y a là une situation grave, une situation confuse. Est-ce que le chef de l'État devait croiser les bras, observer, aller vers des élections qui vont nous mener au chaos ou bien à l'aventure, ou bien, en toute lucidité, en toute responsabilité, après avoir consulté toutes les institutions, prendre la décision qui s'impose? Et le chef de l'État a pris le temps qu'il faut, a écouté tout le monde et a pris la décision dans le sens unique de l'intérêt du Sénégal. Vous avez vu même dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur le report. Mais ce n'est pas cela qui va motiver le chef de l'État. Ce n'est pas simplement les intérêts de sa coalition qui vont motiver le chef de l'État. Le chef de l'État est au-dessus de toutes ces coalitions. Et aujourd'hui, la posture du président de la République, qui n'est pas candidat à sa succession, est aussi un autre atout que le chef de l'État a mis devant. Mais je pense qu'il faut saluer, et comme la communauté internationale dans sa globalité l'a fait, saluer la posture du président de la République et se dire que nous avons une occasion unique aujourd'hui d'aller vers des élections apaisées, concertées, qui vont encore montrer une image très positive de notre pays. Alors maintenant, si on revient au problème de fond, Monsieur le ministre, ce conflit ouvert, par exemple, entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. On entendait au début des accusations qui ciblaient le candidat de la majorité, Amadou Ba. Même si, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un autre candidat, Thierno Alassane Sall, en l'occurrence, qui a déposé le recours. Malgré tout, la majorité à l'Assemblée nationale a accompagné le PDS dans la procédure. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Oui, mais d'abord, qu'un candidat de l'opposition, un des principaux candidats de l'opposition, accuse le candidat du pouvoir
qui manifestement partait favori à ces élections, il n'y a pas quelque chose de plus normal. Mais on ne peut pas aussi croiser les bras devant des accusations aussi gratuites, aussi graves. L'Assemblée nationale, si le PDS, si l'APR s'opposait à cette volonté de mettre en place une commission électorale pour clarifier cette question, on aurait dit très certainement que oui, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. L'APR a voulu affirmer un principe que nous n'avons pas peur de la transparence, que nous n'avons pas peur d'être entendus. Et cela, c'est extrêmement important. C'est un fait inédit d'une majorité qui soutient une posture de l'opposition qui demande une bonne gouvernance. Mais ça, je considère que le Sénégal entier doit applaudir cette posture. L'APR avait intérêt à ce que cette affaire soit clarifiée, c'est ça? C'est le principe. Bien entendu. Mais certains ne l'ont pas compris ainsi. Hein? Oui, il y a même des voix qui ont dit... Oui, vous savez qu'il y a toujours des implications de politique politicienne à l'intérieur de certaines questions, mais il va falloir être au-dessus de toutes ces petites déclarations et être simplement dans le sens de l'intérêt général. Ça, c'est le principe d'abord, d'avoir accepté qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Deuxième chose, le fait de mettre tous les candidats à égale distance. Troisième chose maintenant, c'est défendre politiquement. Moi, je considère que au-delà du débat, c'est d'avoir les armes politiques de la défense de notre candidat. Oui. Et nous sommes, et bien entendu, nous avons les armes qu'il faut et nous sommes convaincus qu'à l'heure actuelle, nous sommes la force majoritaire dans ce pays. Maintenant, c'est la politique. Il ne fallait pas fermer les yeux sur certaines questions. Et le plus important, c'est de se battre, de savoir qu'il n'y a rien qui sera offert sur un plateau d'argent. Donc, le fait d'aller jusqu'au bout de cette affaire ne gêne pas la majorité? En tout cas, personnellement, cela ne me gêne pas. L'essentiel, c'est de garder notre cohérence, notre solidarité autour de certaines questions et se dire qu'il y a des débats qui doivent être aujourd'hui dépassés. Le débat sur notre candidat, le débat sur notre posture, le débat sur comment engager les élections, nous devons le dépasser et se mettre tous au travail pour perpétuer le travail qui a été fait à la tête de ce pays durant 2 ans par le président Macky Sall. Alors, ce report, disons, va être consacré à l'issue de la procédure enclenchée, certainement par une loi constitutionnelle examinée en urgence suite à la proposition de loi du PDS. Mais pour combien de temps encore? C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, le président l'a dit aussi, il appelle à un dialogue inclusif. Pour combien de temps? Voilà, nous serons d'abord à l'écoute de l'Assemblée nationale. Il y a une proposition de loi qui a été proposée. La conférence des présidents s'est réunie. Très certainement, la commission des lois va suivre. Après, la plénière va sanctionner cette mesure. Maintenant, lorsque la loi sera votée, vous avez la loi aussi, c'est ça aussi le principe d'un état de droit, c'est que les autorités elles-mêmes sont soumises à la loi. Donc forcément, lorsque cette procédure sera terminée et que les voies de recours soient épuisées, le chef de l'État verra comment mettre en œuvre cette proposition-là si elle passait à l'Assemblée nationale. Donc là, il faut laisser le temps au temps. Mais vous avez entendu ces voix aussi qui s'expriment pour dire qu'en vérité, on veut juste prolonger le mandat du président, même si lui, il le dit, il n'a pas l'intention de l'intérêt? C'est pourquoi tantôt je t'ai dit, il ne faut pas que l'opposition aussi réclame une chose et veuille le contraire. Quand des candidats, 43 candidats, disent qu'ils ont été spoliés, que le processus a été entaché, que le Conseil constitutionnel a confisqué leurs droits, qu'est-ce que nous souhaiterons? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Deuxième chose, un des candidats dit que son droit a été violé, saisit l'Assemblée nationale pour une commission d'enquête parlementaire. Toutes ces questions-là, il faut observer et ne pas agir et aller vers le statu quo. Entre une prolongation, encore que ce n'est pas le mandat qui est prolongé, c'est simplement un réaménagement du calendrier électoral qui s'impose pour arriver à trouver un consensus fort autour de ces règles. Je considère que la préservation de la République, la stabilité du pays n'a pas de prix. Vous pensez que... Mais en aucun cas, le chef de l'État n'est pas dans ces calculs-là, c'est clair, parce que comme le chef de l'État a... Que le mandat soit... Qu'aujourd'hui, que nous puissions reporter les élections de 6 mois, de 1 an, mais qu'est-ce que cela change dans sa posture? Moi, je ne vois pas, il ne faut pas que... Ce débat-là, il est politicien, il est malsain, il n'est pas utile. Ouais. Mais bon, ce qu'on met sur la table, c'est le respect du calendrier républicain qui fixe un début et une fin concernant le mandat présidentiel. Oui, mais ça, c'est le principe.
L'exception, c'est la situation grave, confuse, à laquelle le pays fait face. Il y a même un débat juridique qui se pose autour du terme. Oui, les gens disent que le 2 avril, on va vers une situation assez inédite. Oui, mais le 2 avril est posé par une loi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le 2 avril. Mais lorsque la loi sera la proposition de loi, si elle devrait passer à l'Assemblée nationale, c'est une autre situation juridique qui va se poser. Cette nouvelle situation juridique n'est pas encore actuelle. C'est après le vote par l'Assemblée nationale, la promulgation de la loi, que cette nouvelle situation juridique se posera. Et lorsque cette nouvelle situation juridique se posera, il n'y a pas de 2 avril à poser. Il n'y aura pas de 2 avril à poser. Parlant de la valeur juridique du décret pris par le président de la République, le décret abrogeant la convocation du collège électoral, certains pensent qu'il devait attendre que l'Assemblée termine la procédure pour le prendre. Mais oui, qu'est-ce que réellement le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que, vous l'avez tantôt dit, si le chef d'État observait que la procédure puisse continuer jusqu'à la fin au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui allait se passer? C'est qu'en pleine campagne électorale, si par exemple l'Assemblée nationale vote la loi, c'est en pleine campagne électorale qu'il fallait suspendre. Le chef de l'État a pensé anticiper par un moyen réglementaire. On serait allé loin. Oui, par un moyen réglementaire, qui est le pouvoir décrétal. Je pense que là, c'est... Il fallait arrêter... anticiper, suspendre, en attendant d'observer ce que l'Assemblée nationale fera. Lorsque l'Assemblée nationale prendra une position définitive, en ce moment-là, le chef de l'État avisera. Maintenant, il y a un problème. D'ailleurs, c'est le fond de ce débat. Parce qu'on est parti de là, de la binationalité de Karim Wade, qui était en débat. On a appris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Mme Rose Wardini était dans cette situation, même si sa candidature était validée. Vous, votre position sur cette question, c'est quoi? Ma position est que l'article 28 de la Constitution doit être révisé. À mon sens, on dit que tous les candidats à l'élection présidentielle devraient être de nationalité sénégalaise exclusivement. Mais c'est les moyens de mise en œuvre de cette disposition, de cette loi, qui sont difficiles. Comment prouver que les 93 candidats, personne parmi eux n'a une autre nationalité? C'est vrai que Karim Wade, parce que c'est toute son histoire, et encore que moi je considère personnellement, c'est Karim Wade qui a apporté la preuve de son élimination. Si Karim Wade n'avait pas produit ce décret, les juges n'ont aucun moyen de pouvoir vérifier la nationalité sénégalaise. La preuve, c'est qu'après même le processus, il est découvert qu'une candidate avait la nationalité française. Il pouvait laisser la déclaration sur l'honneur, quoi. Absolument. Et Omar, est-ce que vous êtes sûr que tous les 20 candidats qui sont passés, tous sont de nationalité sénégalaise exclusivement? Enfin, parce qu'il y a combien de pays dans le monde? Combien de pays dans le monde? Qui te dit que quelqu'un parmi eux n'a pas une autre nationalité guinéenne, capverdienne ou irlandaise? Personne ne sait. Donc les moyens de la mise en œuvre de ces dispositions, il vaut mieux que c'est là le sens du dialogue. Dans ce dialogue que le chef de l'État appelle de tous ses voeux, il va falloir réétudier cette question, voir les mécanismes de vérification de cette mesure. Sinon, nous irons toujours à des élections. On irait jusqu'à enlever l'exclusivité, bien? Mais même si on n'enlève pas l'exclusivité, qu'on trouve les moyens de pouvoir la mettre en œuvre de manière transparente. Sinon, il y aura toujours ce débat-là, et ce débat va polluer la vie démocratique. Et c'est un des intérêts du dialogue national. Je considère qu'il y a d'abord cette question de nationalité exclusive. Deuxième question, la question du parrainage citoyen, aujourd'hui qui a montré tous ses limites. Tous ses limites. Donc, est-ce qu'il faut continuer à être sur les mêmes principes, à se dire, ouais, c'est un truc? Non, il va falloir analyser ça de la manière la plus approfondie et de pouvoir trouver une solution. À mon sens, aujourd'hui, le parrainage citoyen a montré ses limites. Il nous faut aller vers le parrainage systématique des élus. C'est ça ma position. Mais je ne peux pas en préjuger. Le dialogue politique national va en discuter et trouvera les meilleures solutions. Ça va exclure d'autres. Hein. Ça peut profiter, ce parrainage des élus, aux politiques, ceux qui ont peut-être comme la majorité, mais c'est... Oui, mais on trouvera... Ça peut exclure d'autres. Je sais, c'est là le sens de la discussion. Mais il est évident aussi que quelqu'un qui devrait être à une élection présidentielle, il y a un minimum qu'il faut garantir. On ne peut pas aussi laisser n'importe qui se présenter à une élection présidentielle. La fonction du président de la République est une fonction sacrée. Il ne faut pas aussi qu'on se joue de cette fonction. Vous avez vu ce qui s'est passé la fois passée.
lors de l'ouverture des candidatures, des gens qui ont 187 parrains se sont présentés au Conseil constitutionnel, désacralisant toutes nos institutions. Il faut aussi qu'on respecte. Tout le monde a pris des fiches de collecte de parrainage. Mais quand même, il faut qu'on soit plus sérieux dans cela et puis offrir une meilleure image de la fonction du chef de l'État. Et je crois que là, c'est le sens du dialogue. La majorité viendra avec ses idées, l'opposition viendra avec les siennes, mais aussi la société civile et des autres acteurs viendront et nous devrons tous discuter de ces questions et arriver à un consensus fort qui va encore renforcer notre système électoral. Alors, sur le terrain politique maintenant, c'est vrai, vous-même, majorité, vous étiez carrément parti, vous étiez sur la lancée. Est-ce qu'avec ce qu'on a vu, par pratiquement 20 candidats à cette élection présidentielle-là, est-ce que votre candidat Amadouba avait les chances de s'en sortir? Oui, mais vous savez, Omar, si je vous dis que nous n'avions pas de chance, je n'aurais pas ma place ici. Il est évident que nous y avons travaillé de toutes nos forces. Nous sommes engagés dans la bataille. C'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui parlent de la décision du chef de l'État renforcent le chef de l'État. Parce que le chef de l'État pouvait être vraiment chef d'une coalition, regardant nos intérêts, sachant que nous sommes bien placés, et puis laisse le processus continuer. Parce qu'en face, il y avait plus de bavardage sur les plateaux de télévision que... Mais eux, ils disent le contraire. Hein. Ce qu'ils disent, c'est que le candidat de la majorité partait... Vous savez, l'opposition est dans son rôle. J'ai même entendu dire des gens qui nous disaient « ouais, vous n'allez même pas être au second tour ». Mais ça, c'est facile à dire sur un plateau. Mais les élections, ce n'est pas sur les plateaux. Les élections, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, l'opposition est quasi absente. Donc forcément, s'il y a des regrets, c'est nous qui devrions avoir des regrets, parce qu'il était sûr que le 25 février, nous allions les battre à la plate couture. Mais le chef de l'État n'a pas simplement regardé les intérêts de sa coalition. Le chef de l'État s'est mis au-dessus de toutes les coalitions et a décidé dans le sens des intérêts de la République du Sénégal. Maintenant, il faut quand même regarder la configuration de cette liste de candidats qui était validée. On a remarqué qu'il y a 3 ou 4 qui sont des transfuges de la majorité. Il y avait aussi une dizaine qui étaient des transfuges de la coalition Yewwi Askan Wi. Il y avait un émiettement, quoi. Oui, il y avait un émiettement d'abord. Mais ça a arrangé qui, ça? Cet émiettement est beaucoup plus fort au niveau de l'opposition. Mais le plus important, ce n'est pas simplement des noms. Si je l'ai dit tantôt, c'est le peuple sénégalais souverain qui allait décider. Et je suis convaincu que le peuple, dans sa grande majorité, est resté avec la coalition Benno Bokk Yakaar, qui maintenant il y a quelques difficultés. Ces difficultés, il ne faut pas les occulter, il faut faire face et essayer de travailler au rassemblement de toutes nos forces, parce que c'est cela aussi la politique. Parfois c'est des moments de division, des moments de querelle, mais nous devons garder l'essentiel, la ligne conductrice, la ligne directrice, c'est de préserver nos valeurs républicaines, c'est de préserver notre pays, c'est de poursuivre ce travail d'émergence, le chemin de l'émergence sur lequel le chef de l'État nous a déjà installé. Et je crois que tous les sacrifices sont nécessaires pour que nous puissions nous retrouver autour de l'essentiel et que les batailles futures, que nous les engagions ensemble au service de notre pays. Vous croyez donc au retour de ceux qui sont partis? Je n'exclus rien. Vous n'excluez rien. En politique, moi, je n'exclus rien. Je considère que nous sommes restés des frères. Il n'y a pas beaucoup d'animosité entre nous. Nous devons pouvoir nous reparler, nous échanger et puis essayer de trouver des convergences fortes qui nous permettront de réunir la famille du président Macky Sall, mais aussi réunir notre famille idéologique, qui est la famille libérale. Nous pouvons nous retrouver autour de certaines questions. Je pense que le débat n'est pas exclu. En tout cas, notre volonté est de retrouver toute la famille du président, parce que le président Macky Sall aussi a sa famille politique. Cette famille politique se retrouve dans la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi elle se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Nous devrons pouvoir nous reparler. Allusion au PDS? Non, allusion d'abord à nos frères avec lesquels nous avons siégé au gouvernement, avec lesquels nous avons mené de grands combats en 2019, en 2017, certains en 2012. Donc il va falloir que nous fassions un peu d'effort sur nous-mêmes et qu'on se parle. Maintenant, comment tout cela va finir, je ne peux pas en préjuger à partir d'aujourd'hui. D'accord. Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Mohamed Dionne, etc. Et d'autres peut-être moins visibles. Oui. Maintenant, ça c'est vous, mais il y a l'autre partie aussi.
Ce qu'on a remarqué à la veille de l'élection présidentielle, de la campagne, il y a un candidat qui est en prison, Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'ex-PASTEF. On a remarqué quand même une sorte de ruée vers lui, les gens qui disent, oui, écoutez, on va... Mais attendez, ça c'est Est-ce que ça, c'était pas un problème ça, c'est à la votre politique. niveau? Et la plupart, c'est des candidats qui n'ont pas pu avoir le parrainage. Donc, encore que nous, chaque jour, c'est des pans entiers d'acteurs de secteurs de la société civile qui viennent toujours nous rejoindre. Mais ça c'est le marketing politique. Ça, c'est le marketing politique. Mais même, parlons-en, Oumar, même la candidature de Diomaye, aujourd'hui, il y a certains Sénégalais qui s'interrogent sur comment cela a été accepté. Donc, le débat sur la gravité de la situation est là. Il y a des choses que les Sénégalais n'ont pas pu comprendre et qui suscitent un débat profond, même si certains ne l'assument pas. Même si dans l'opposition, certains ne l'assument pas. Vous voulez dire qu'il y a certains dans l'opposition qui veulent ce dialogue-là, oui, qui n'avaient pas intérêt à aller à cette élection dans les conditions actuelles. Ils l'ont demandé, parce que quand vous faites une coalition, quand vous organisez un collectif, vous dites que vous avez été spolié. Le mot spolié a un sens. Le mot spolié a un sens. Et en conséquence, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez revenir dans le jeu. Comment revenir dans le jeu? Ce n'est pas une nouvelle décision du Conseil constitutionnel. Dans l'histoire, on n'a jamais vu le Conseil constitutionnel lui-même se dédire. Sur un espace bien précis, prendre 2 décisions. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver les moyens politiques d'une discussion et de redéfinir les règles pour que tout le monde parte avec les mêmes chances et renforcer le principe constitutionnel d'égale dignité de tous les citoyens. D'accord. Donc, la coalition majoritaire avait bien ses chances devant ces élections. On n'a pas de... C'est clair. D'abord, nous avons un bilan sur lequel il y a une unanimité parfaite. Nous avons les forces politiques à l'intérieur, dans les régions comme dans la capitale. Nous avons une bonne organisation. Il n'y avait rien à craindre. Mais nous sommes en politique et c'est le peuple souverain qui allait arbitrer. C'est la deuxième phase, la dernière phase qui constituait la campagne électorale devait être le grand moyen pour pouvoir faire l'arbitrage final. En tout cas, nous n'avions pas, je n'ai pas l'impression que la coalition avait peur de quoi que ce soit. D'accord. L'héritage maintenant du président Macky Sall ou l'image qu'il incarne aujourd'hui, c'est vrai, il avait fait un discours historique apprécié. Aujourd'hui, après ce nouveau message à la nation, il y a certains qui pensent que, je l'ai dit à l'entame de l'entretien, que voilà, on est en présence d'un recul de la démocratie, d'un coup d'État constitutionnel, etc. Son image, vous pensez qu'il est intact du moment où il réitère cette volonté de ne pas se présenter? Le chef de l'État a relevé un premier défi contre la volonté de la majorité de ces militants. Il voulait qu'il se présente. Le chef de l'État a bravé toute cette volonté et est resté au-dessus de tout et a décidé de ne pas se représenter. Un phénomène inédit. Pour la première fois dans l'histoire, un président en exercice ne participe pas à une élection présidentielle. C'est la première fois. La deuxième, aujourd'hui, le président a un autre défi. Celui de pouvoir organiser des élections transparentes, démocratiques, inclusives, desquelles élections sortira un président de la République légitime et crédible. C'est ça un autre défi. Maintenant, sous le code de l'émotion, de positionnement politique, on peut être dans ça. Mais je suis convaincu qu'on va dépasser ce coup d'émotion et se dire qu'encore le chef de l'État s'est mis un nouveau défi. Et ce défi, tout le Sénégal doit l'accompagner. On insiste sur l'échéance. Pour arriver à une élection apaisée, concertée et démocratique. Mais vous l'avez compris, vous l'avez entendu, on insiste sur l'échéance. On dit organisation d'élections à date échue. Oui. C'est ce qu'ils, en tout cas, disent et souhaitent. Quoi. Oui, mais je l'ai rappelé aussi, ça, c'est le principe. Et il y a aussi le principe qui se conforte au constat. Le constat, c'est la gravité, la confusion de cette situation. Oui, le principe du respect du calendrier républicain, c'est d'abord la paire qui l'a rappelé le premier. C'est le Benno Bokk Yakaar qui l'a rappelé le premier. Mais devant une situation comme cela, et comme je l'ai dit, un calendrier républicain s'adosse à une loi. Demain, l'Assemblée nationale va se réunir. L'Assemblée nationale, lorsqu'elle décidera d'une nouvelle loi, forcément, le calendrier sera arrimé à cette nouvelle loi. Donc il n'y aura pas de problème sur le principe, sur la légalité, ni la légitimité. Donc son engagement n'est pas en cause, quoi.
Non, du tout. Je pense que le chef de l'État est au-dessus de tous ces petits calculs. Le chef de l'État est aujourd'hui dans la préservation et l'image de la République du Sénégal qu'il faut préserver. Imaginez-vous qu'une élection qui est déjà entachée de contestations fortes, avant même qu'on engage la campagne électorale. Après, c'est d'abord le contentieux qui est né. Le contentieux, il est là, il est d'abord préélectoral. Et après les résultats, ce sera un contentieux post-électoral. Nous passons tout notre temps à discuter, à dire que le président a des recours au niveau du Conseil constitutionnel après des problèmes politiques. Le chef de l'État a voulu anticiper. Avec une classe politique qui a demandé. Parce qu'en vérité, c'est l'opposition qui a posé tous ces problèmes. Le chef de l'État trouve des solutions à ce problème de l'opposition au lieu de garder la hauteur et de prendre la main. Heureusement d'ailleurs que je constate qu'il y a aussi des pans entiers de l'opposition qui soutiennent cette posture. Et je ne désespère pas que dans les jours à venir, tout le monde va se retrouver autour de l'essentiel, qu'un dialogue inclusif soit ouvert et que nous puissions nous entendre sur les règles, comme l'opinion aussi internationale accorde au Sénégal et à son chef, à son président cette crédibilité. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, je m'adresse au vice-président de la Fédération sénégalaise de football. La CAN qui se poursuit sans le Sénégal, pourtant favori, grandissime au départ. Un premier tour extraordinaire, 3 victoires que tout le monde a salué, mais au final, une grande déception. Oui, c'est le constat, mais c'est ça aussi le football. Nous constatons que le Sénégal a fait 3 matchs brillants, où nous avons marqué 8 buts. Nous n'avons encaissé qu'un seul but, c'est une première, et nous avions la meilleure attaque, l'une des meilleures défenses. Devant la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, c'est un match nul d'un but partout. Après, la série aléatoire de tirs au but nous a départagés et ce fut la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aussi oublier que nous avons aussi gagné par tir au but devant l'Égypte à 2 reprises. Donc, pour moi, c'est Vous n'êtes pas déçu? C'est le football. J'aurais aimé que le Sénégal gagne encore une fois, mais malheureusement, ce n'est pas ça. C'est aussi la loi du sport. Mais ce qu'il faut se dire, mais comme j'ai dit, monsieur le ministre, monsieur le président de la Fédération, on avait pratiquement très attendu. On avait la meilleure équipe de cette compétition. On avait l'une des meilleures équipes. Ouais. Il ne faut pas aussi se dire la meilleure équipe. Parce qu'on est champion en titre. Nous avons l'une des meilleures équipes, mais nous avons aussi sur le classement FIFA, le Maroc nous devançait. Nous avons l'une des meilleures équipes, mais aussi nous avions une des meilleures organisations. Nous avions aussi un État qui a fortement soutenu la Fédération sénégalaise de football. Les conditions étaient réunies. Les conditions étaient réunies. Mais si ce n'était que les conditions, il y a beaucoup de pays, aussi en Afrique et dans le monde, qui réunissent ces conditions-là. Le football est aléatoire, voilà ce qu'il a donné. Mais l'essentiel, le plus important aujourd'hui, Omar, c'est au-delà du constat qu'il y a un échec. Il est clair que quand même, nous aurions souhaité au moins, le Sénégal était attendu au moins en demi-finale. Nous ne sommes pas arrivés en quart de finale. Donc il va falloir tirer les conséquences par une évaluation exhaustive de toute notre participation organisationnelle, technique. Et après, on en tire les leçons qu'il faut. Et puis continuer la marche de notre football vers d'autres victoires. Il est évident aujourd'hui que notre football a franchi énormément d'étapes. Et je le rappelle tous les jours. Si nous avons aujourd'hui cette notoriété internationale sur le plan du sport et particulièrement dans le football, nous la devons principalement d'abord à l'engagement des acteurs, c'est vrai, mais aussi au soutien du chef de l'État. Depuis 2013, on ne parle plus de comité national provisoire ou bien de commissaire national de gestion. Les structures d'exception ont disparu dans la gestion du football. Le chef de l'État a laissé à toutes les fédérations, pas seulement le football, à toutes les fédérations, à travers le ministère des Sports, une autonomie, une indépendance qui leur permet de fonctionner régulièrement avec le soutien de l'État du Sénégal. Et saluer aussi le travail qui a été fait par le ministère des Sports, qui a su mettre en œuvre cette volonté du chef de l'État, d'abord en mettant un climat apaisé, un climat d'une participation très forte de l'État dans la gestion des moyens. Ça, c'est le premier atout que nous avons. Le second atout, et nous sommes en train de faire renaître partout dans le pays. Vous allez dans toutes les 14 régions aujourd'hui, il y a des ligues qui fonctionnent. Le football, dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions, est en train de se jouer. Cette organisation-là, il faut la renforcer. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire que nous avons des perspectives parce que, tenez-vous bien, nous avions l'une des équipes les plus jeunes de cette Coupe d'Afrique. Ça aussi, c'est un atout. Oui. Nous avons pu voir des jeunes comme Lamine Camara, comme Pape Matar Sarr,
comme Pape Alassane Gueye, et qui ont montré toute leur classe et tout leur talent. Crépin Diatta, donc. Ouais, Je mais considère il faut... que nous avons un avenir, mais il faut simplement que les acteurs du football se mettent ensemble, de continuer de travailler et puis toujours le soutien. On est d'accord, hein, monsieur le ministre. Le football est ce qu'il est. Mais vous-même, vous le disiez, c'est un échec parce que l'objectif n'est pas atteint. À partir de ce moment, ces conséquences, ces leçons dont vous parlez, on doit les tirer où exactement? Oui, d'abord au niveau de la Fédération sénégalaise de football qui doit évaluer et qui doit proposer au ministère des Sports un certain nombre de mesures. Et si cela agrée le ministère des Sports, bien entendu, l'État du Sénégal les mettra en œuvre. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que rester lucide, évaluer avec froideur tout ce qui s'est passé et prendre les mesures qui vont poursuivre le cheminement du Sénégal. Dans tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur nos performances. C'est un échec ponctuel, mais nous pensons qu'il y a le défi de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal est en bonne posture. Il y a aussi la prochaine Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer les préparations, mais la bonne préparation commence d'abord par une bonne évaluation de ce que nous avons fait et de tirer toutes les conséquences. Ouais. Maintenant, ces conséquences-là, pour aller directement à ce que disent certains, parce qu'on le sait, chaque fois qu'il y a une campagne, c'est la responsabilité de l'entraîneur qui est visée au premier chef, parce que c'est lui qui a en charge l'encadrement technique. Certains le disent et posent une question d'interrogation. L'avenir de Aliou Cissé, c'est quoi? Oui, mais l'avenir d'Aliou Cissé, c'est l'avenir de tout sélectionneur national. Il ne faut pas aussi que les gens soient de mémoire courte. Il nous a valu énormément de satisfaction. Bien sûr, c'est lui qui nous a... Il faut se souvenir que quand il venait à la tête de cette sélection nationale, qu'est-ce qu'il a trouvé? Quel état d'esprit a-t-il trouvé? Quelle organisation avait-il trouvé? Aliou Cissé a transformé totalement l'état d'esprit de nos Lions, a transformé aussi notre organisation. C'est vrai que c'est avec l'appui de la fédération, aussi avec le soutien de l'État. Je considère qu'Aliou Cissé a rempli sa mission. Beaucoup de mérite, hein, mais il a échoué pendant cette campagne. L'échec, c'est pas seulement l'échec d'Aliou Cissé. Si nous ne sommes pas arrivés en quart de finale, si nous n'avons pas transcendé l'obstacle ivoirien, il y a des responsabilités. Toutes ces responsabilités, on ne peut pas simplement dire que c'est sur Aliou Cissé, ce serait très facile. Il ne faudrait pas que nous suivions un ou deux TikTokers qui s'attaquent à lui pour en faire une généralité. Non, il faut évaluer. Il faut évaluer la question, lui rendre l'hommage qu'il mérite. Il a fait quand même un travail remarquable à la tête de cette équipe nationale. Et ensuite, évaluer objectivement, au-delà des considérations crypto-personnelles, arriver maintenant à proposer des solutions structurelles. Moi, c'est ça mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'il ne faut se donner aucune limite, il faut analyser, il faut évaluer, et lorsque l'évaluation donnera des pistes, ces pistes-là doivent être mises en œuvre en relation avec l'État du Sénégal. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter le ministère des Sports pour toutes les dispositions qui ont été prises durant cette Coupe d'Afrique. Mais comme je l'ai rappelé tantôt, c'est aussi la volonté affirmée depuis 2013 par le chef de l'État. Donc, évaluer, ça va se faire rapidement parce que oui, y a je le crois, des campagnes qui s'annoncent. La fédération a toujours respecté les procédures en cette matière et je crois que dès la fin de la Coupe d'Afrique, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football se réunira, évaluera et proposera ses conclusions au ministre des Sports. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow, ministre en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, maire de Kaffrine et vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Omar. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Vos rendez-vous débat sur votre télévision nationale. Retrouvez tous les mercredis après le journal télévisé votre émission Le Point.